Les interdits dans le royaume de France. C'est le sujet que je voudrais aborder avec vous. On va être purement dans l'histoire, un petit peu quand même dans le droit canonique, avec une sanction qui va être donnée sur un territoire, sur un lieu où les effets seront la privation des sacrements. Donc les interdits dans le royaume de France, c'est une situation similaire à la nôtre, où en fait nous sommes privés malgré nous-mêmes des sacrements, de l'accès aux sacrements. Ce n'est pas de notre faute et on y est privé. Et donc du coup c'est une situation, certains m'ont dit on n'a jamais vu ça. Eh bien si, on a quand même vu ça, cette espèce d'injustice que le petit peuple que nous sommes, eh bien de ne pas pouvoir recevoir les sacrements, c'est déjà arrivé. Il faut remonter longtemps à l'avance pour essayer de retrouver dans ces interdits du royaume de France un moment où nous n'avions plus accès aux sacrements. Nous avons donc du coup la chance, la possibilité de redécouvrir une belle période que j'aime tant, le début du XIIIe siècle, qui est assez compliqué. Alors je vous ai mis quelques dates, quelques noms que j'évoquerai nécessairement dans la conférence. Vous aviez en introduction, je voulais vous citer c'est le livre des profondeurs de nos cœurs hein, du cardinal Sarah et de Benoît XVI, où on faisait référence à des communautés chrétiennes comme au Japon, en Afrique et en Amazonie. En Afrique, vous savez, ce sont les martyrs de l'Ouganda. Au Japon, ce sont ceux qui vont subir la bombe atomique abominable de Nagasaki. Et puis en Amazonie, nous les connaissons. Ce sont des communautés qui n'ont pas connu de cléricalisme et donc du coup ils n'ont pas connu un certain accès au sacrement. Ils n'avaient que le baptême et le mariage. Alors nous on rentre pas du tout dans ce sujet, hein, c'est pas le nôtre. On va essayer de parler dans notre terre qui est encore chrétienne, de voir à quel moment on a pu être privé des sacrements. Peut-être que dans l'histoire vous voulez remonter jusqu'à la Révolution, mais vous voyez la Révolution on y a quand même plein d'exemples. Par exemple, le curé d'Ars, on voyait qu'ils avaient des curés qui étaient cachés, qui célébraient la messe à 3 h du matin dans des bois. Nous, on ne se bat pas contre contre des gardes nationaux, mais on se bat contre un virus. Et donc du coup, on pourrait célébrer en soi une messe à 3 h du matin dans les bois, comme certains me le proposent. Mais ce qui compte, eh bien, c'est de ne pas répandre ce virus-là. Donc le but n'est pas de se cacher de la maréchaussée, mais au contraire, eh bien, c'est d'essayer d'être en bonne intelligence pour endiguer cette situation. Donc on ne va pas remonter jusqu'à la Révolution parce que pendant la Révolution on avait quand même accès à un certain nombre de sacrements. Les curés réfractaires administraient admirablement, héroïquement leur ministère et nous essayons d'en être leurs dignes successeurs. Vous avez un autre exemple qu'on peut donner, toujours en restant avec le curé d'Ars, hein, dans mon introduction, où les sacrements étaient difficiles, et bien effectivement il y avait des villages entiers hein, qui pendant quelques années n'ont pas eu de curé. On dit, le curé d'Ars disait, laisser un village abandonné d'un prêtre pendant 10 ans, ils vont finir par adorer les bêtes. Hein. C'est une belle leçon je pense aujourd'hui sur le manque de prêtres et sur la frénésie, la folie du culte de l'homme qui existe dans notre monde. Le sens d'idée n'existe plus sans ces prêtres-là. Alors on ne va pas remonter à la Révolution, on ne va pas remonter à ces situations qui sont assez circonstancielles. Je voudrais parler non pas de ces situations-là, je voudrais parler d'une situation organisée, planifiée, c'est prévu qu'il n'y ait pas de sacrement et ça a été fait, on va dire, en bonne intelligence. Donc ça s'appelle la peine de l'interdit. Je voudrais en fin d'introduction remercier tous mes professeurs, anciens professeurs d'histoire qu'on a pu avoir au téléphone. Malgré le confinement, vous voyez les bibliothèques sont fermées, mais j'ai pu par le virtuel avoir accès miraculeusement par les chartistes aux archives nationales, à des professeurs comme Olivier Mahan qui ont passé du temps au téléphone avec moi, plein d'autres professeurs et donc c'est la chance d'avoir un historien. Vous pouvez leur envoyer un mail avec une information importante, vous ne l'aurez pas, mais si vous lui demandez une question pointue sur un sujet qui n'a aucun rapport avec l'actualité, ils sont super, ils vous envoient une réponse qui dure quelques pages. Bien à propos. Donc je les remercie pour m'avoir aidé dans cette conférence qui est assez difficile puisque la notion d'interdit n'a pas été traitée en elle-même. Je crois en histoire, j'ai eu du mal à retrouver des thèses dessus. Et donc du coup il a fallu un peu s'arracher les cheveux. Et je voulais vous faire cette conférence depuis longtemps et j'ai mis du temps avant d'y arriver.
la peine canonique de l'interdit. Alors attention, dès le début, je vais la séparer de ce que vous connaissez bien, ce qui s'appelle l'excommunication. L'excommunication, eh bien, c'est la privation d'un sacrement qui va avoir lieu par rapport à une personne, hein, et on va lui interdire donc cet accès au sacrement à cause de sa situation, d'un péché mortel, un péché grave. Là, je parle parfois d'un péché grave, mais qui va s'étendre, dont les effets vont s'étendre sur tout un territoire. Et donc c'est beaucoup plus ambigu, beaucoup plus difficile comme question, puisque la question de l'excommunication, nous la connaissons. Les grands princes qui ont subi la peine d'excommunication de manière violente, hein, le premier, ou le plus important, je pense, c'est l'exemple de Théodose en 390. Alors pour la petite anecdote, pour ceux qui aiment bien les sportifs, Théodose, donc c'était l'empereur d'Orient, mais il avait une grosse influence, hein, sur tout l'Occident aussi. C'est une des dernières puissances romaines de l'Empire. En 390, il y a un conducteur de char qui a une conduite infamante avec une autre dite infamante avec un autre conducteur de char, et c'est une telle star à Thessalonique, il va y avoir les courses, etc. Et le préfet, à cause de cette infamie, va vouloir emprisonner ce coureur de char, mais il est tellement populaire qu'il va y avoir une émeute, et cette émeute va être tellement violente parce que du coup il privait ce joueur, eh bien, de pouvoir aller au stade. Et donc du coup tout son fan club va se rebeller, il va y avoir des morts, le préfet notamment, je crois, va mourir, et Théodose, eh bien, va mettre un grand coup contre cette rébellion. Il y aura presque 7000 morts, hein, donc ça nous fait relativiser sur la violence de nos supporters ou de nos sports. Il y a 7000 morts dans la répression. Ambroise, évêque de Milan, qui est quasiment, qui est presque à égalité du pape, hein. Milan est très important dans la situation de l'Empire, et va refuser l'accès à l'église de Théodose, hein. Il va fermer ses portes, il va y avoir des violences, il va subir beaucoup de pression, il va tenir bon, et c'est un des premiers, vous voyez, c'est un bel exemple d'un évêque qui va être capable d'affronter, qui aura du coup le courage pour affronter l'autorité temporelle et de ne pas lésiner sur ses principes. Donc ça, c'est un exemple d'excommunication, mais ça touche Théodose. Vous voyez, ça peut toucher sa cour, ça peut toucher ceux qui l'ont vu, mais ça ne touche pas un territoire. Moi, la question de l'interdit qui me trouble, qui me choque, c'est de dire que un jour, un pape a pu interdire à tout un royaume, à plein de citoyens, de sujets, l'accès à des sacrements. Donc c'est le cas de Théodose. En France, on a eu d'autres cas d'excommunication, comme Philippe Ier, hein, avec Bertrade de Montfort, la belle Bertrade, hein. Il va prendre la femme de son voisin, et donc du coup, pendant des années, ils vont être excommuniés, mais cette excommunication ne va pas s'étendre à un interdit. Vous avez aussi, donc là on va vous parler beaucoup de Philippe Auguste, et puis Philippe IV le Bel, bien sûr. Donc il n'est pas bon de se faire appeler Philippe quand on devient roi, puisque malheureusement il y aura eu des mauvaises conséquences. Philippe Ier, Théodose, et nous pouvons aussi parler de Henri IV, un empereur allemand, du Saint-Empire. Henri IV, c'est le plus symbolique dans l'excommunication, parce que c'est pour vous montrer que le contexte de l'interdit. Vous voyez, le pape est face à des grands féodaux qui sont surpuissants, et donc du coup lui il va devoir faire face avec des menaces, des peines qui vont les toucher. Et pour pouvoir les faire plier, eh bien c'est pour ça qu'il va en venir à des peines aussi dures. Henri IV, et donc du coup est un empereur. Il va être excommunié par Grégoire VII, et en fait on le connaît bien parce que ça va aller jusqu'à Canossa, hein. Je n'irai pas jusqu'à Canossa, c'est une expression qui est venue maintenant courante chez nous, et Henri IV va devoir rester pendant 3 jours à genoux dans la neige, dit-on. En tout cas il viendra par 3 fois implorer le pardon à Canossa à Grégoire VII. Grégoire VII va le pardonner, mais ce pardon ne servira pas à grand chose, puisque Henri IV, dès que les Alpes lui seront rouvertes, eh bien, il va pouvoir revenir chez lui, et Grégoire VII après malheureusement eh bien, va mourir d'épuisement, il va être assiégé au château Saint-Ange, etc. Donc trois grands cas d'excommunication de princes.
mais qui n'en viennent pas non plus à des interdits. La conséquence n'en est pas un interdit, alors que leur acte me semble pire que celui de Philippe Auguste. Mais Philippe Auguste, eh bien, on va avoir un interdit qui va avoir lieu de janvier à septembre 1200. Ces interdits vont avoir lieu, il y en aura d'autres qui vont avoir lieu dans quelques villes, notamment en Italie. En Italie, jusqu'au XXe siècle, je crois, il y aura une ville où l'archevêque va être assassiné. Et donc du coup, pour châtier ce sacrilège, comme c'était considéré à l'époque, eh bien, on va vouloir demander à la ville de faire une pénitence publique avec des cérémonies pénitentielles. Mais vous voyez, on n'est pas dans un interdit aussi absolu qui va avoir lieu avec Philippe Auguste. Et probablement, en fait, c'est le seul véritable gros interdit absolu qui va exister sous Philippe Auguste. Donc voilà, Henri IV, dont on a parlé, l'empereur Henri IV, Philippe Ier, Théodose, donc des actes qui sont quand même d'une violence rare et qui n'ont pas eu lieu avec un interdit. Alors comment en sommes-nous arrivés là avec Philippe Auguste? C'est la deuxième question qu'on va essayer de voir. Nous avons depuis on l'a vu avec la conférence sur Saint-Benoît que je vous recommande, nous avons vu qu'il y a une querelle qui existe entre le pouvoir, pendant le Moyen-Âge, entre le pouvoir spirituel d'un côté et le pouvoir temporel de l'autre. Le pape, en effet, vous savez, sur ses clés, il a deux clés sur ses armes, les clés du pouvoir temporel et les clés du pouvoir spirituel, dit-il. Il y a des longues questions qui vont avoir lieu pour savoir si c'est le pape qui confie le pouvoir spirituel, étant le vicaire du Christ, il le confie à une autorité temporelle. Ou alors, est-ce que le prince reçoit directement de Dieu, comme on le dit dans Saint Jean, l'autorité qui lui est donnée, ou alors cette autorité passe-t-elle par le pape? C'est la grande question qui va avoir lieu en 800 avec le sacre de Charlemagne, où Charlemagne semble s'être fait avoir, on n'en est pas sûr, les historiens se disputent, quand le pape va lui poser la couronne sur la tête. Napoléon, lui, ne se fera pas avoir, Charlemagne, lui, en sera quand même bien déçu, puisque juste après, il va demander à se faire il va se faire recouronner, il va couronner son fils aussi, pour montrer que cette autorité, elle vient non pas du pape, mais elle vient directement de Dieu. Et ça, c'est une des grandes questions sur le pouvoir du pape. Mais il va y avoir aussi, chez l'empereur, une volonté de régner. C'est peut-être à cause des Carolingiens qui vont beaucoup utiliser le zèle des évêques pour pouvoir réformer tout l'empire. Donc du coup, les évêques vont avoir des rôles très importants. Ce seront des hommes très puissants. Et donc du coup, nécessairement, le prince, l'empereur, le roi va vouloir les nommer. Il va vouloir gratifier certains de ses clercs pour leur donner des récompenses. Et notamment cette récompense, ce sera d'avoir un évêché le plus puissant. Querelle des investitures va être très importante. Elle commence donc du coup à Canossa, elle a un de ses rebondissements les plus importants à Canossa en 1076 avec Henri IV. En 1122, il y a la paix de Worms, où en fait le pape, on lui reconnaît le pouvoir de donner la crosse, et donc, d'investir l'évêque, et donc du coup il y aura la paix enfin entre le pape et l'empereur. Mais, que vaut cette paix de Worms? Effectivement, l'empereur reconnaît au chapitre des cathédrales la capacité d'élire son propre évêque. Donc c'est pas le pape directement qui dit c'est toi qui seras évêque, c'est le chapitre cathédral qui va décider qui est l'évêque et non pas l'empereur. Mais c'est ce que je vous disais, la paix de Worms, quelle efficacité elle a eu. Les familles nobles ont bien compris comment cela marchait. Elles vont mettre des personnages influents dans les chapitres cathédraux et elles vont gérer tout simplement ce problème-là en mettant des familles, leurs enfants, leurs cadets dans ces chapitres cathédraux qui vont élire eux-mêmes les grandes familles. Et donc du coup, l'aristocratie va dominer très largement tout l'épiscopat et ce seront encore des grandes familles qui tiendront cet épiscopat. Ils seront comme s'ils étaient nommés par le roi ou par l'empereur, puisque le roi est empereur en son royaume. Donc la querelle des investitures ne touche pas seulement l'Empire et le Saint-Empire, mais elle touche aussi bien sûr le royaume de France.
Pourquoi je parle de cette querelle des investitures? Parce que c'est un débat qui est long en amont, mais qui montre que la papauté, vous voyez, est un peu dans un étau. Elle a du mal elle est un peu en train d'étouffer. On parle de la puissance de Saint Grégoire VII, donc 1076, mais en fait, avec un empereur qui reste à genoux pendant 3 jours dans la neige nu. Bon, même si ce n'était pas la réalité, mais on parle toujours de ça. Mais en fait, Grégoire VII, il va 2 ans après, il est enfermé au château Saint-Ange et il y a les troupes de Henri IV qui sont là. Il y a un de ses successeurs qui meurt à Cluny. Il y a encore beaucoup de difficultés. Et Innocent III qui est là, Célestin III, Innocent III sont les héritiers. Ils veulent essayer de retrouver la puissance temporelle et spirituelle de l'Église. Et donc ils vont en venir à des mesures qui sont pour nous extrêmement dures, extrêmement choquantes. Notamment cette notion d'interdit, pour remontrer la puissance de l'Église, son autorité sur les princes temporels. Et ils vont en venir à cette peine-là. Donc voilà, je le reprécise, la querelle des investitures, la querelle entre le spirituel et le temporel, on dit la grande querelle aussi du sacerdoce et de l'empire des deux côtés, va être en amont une des grandes querelles qui fait qu'on en arriva à ces grandes mesures. Je rentre dans la question donc du coup plutôt de Philippe Auguste. Pourquoi Philippe Auguste est celui qui va subir le plus gros interdit? Juste avant, il y en a un qui aura lieu en Espagne. Juste après, il y en aura un autre interdit qui aura lieu avec Jean sans Terre, que nous retrouvons là, et qui va avoir lieu aussi en Angleterre. Boniface VIII aussi va en faire un, je crois de 3, 4, 5 ans. Les dernières dates que j'avais bougeaient, donc du coup, je n'ai pas réussi au Danemark, justement. Mais sinon, il n'y en aura plus de gros et d'importants. Donc on va parler juste de notre interdit de janvier à septembre 1200. Que se passe-t-il? Alors dans le contexte, vous n'êtes peut-être pas tous des adeptes du début du XIIIe siècle. On va essayer de mettre les choses dans leur contexte. Donc Philippe Auguste, qui est le fils de Louis VII, vous savez Louis VII le jeune, hein, c'est le mari malheureux d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, elle va épouser un petit prince d'Anjou, un petit comte d'Anjou qui sera Geoffroy de Plantagenet, qui va devenir roi d'Angleterre. Donc du coup, l'Aquitaine, malheureusement pour Louis VII, l'Aquitaine va passer à l'Angleterre avec les Plantagenets. Elle aura comme enfant Richard Cœur de Lion notamment et Jean sans Terre. Ce qui fait que du coup Philippe Auguste lui aussi se retrouve dans une situation qui est quand même assez complexe, qui se résoudra à Bouvines en 1214. Louis VII, c'est aussi même si c'est pas trop notre sujet, c'est le père de Philippe Auguste, mais c'est un peu le bon roi d'Agobert des Mérovingiens. C'est celui qui se laisse conseiller par les saints avec Saint Éloi. Hein. Louis VII, Louis VII, c'est le roi qui se laissera conseiller par Saint Bernard ou par l'abbé Suger, je crois. Donc Louis VII le jeune, c'est aussi le roi de la deuxième croisade. Philippe Auguste, donc il a pour fils d'Isabelle de Hainaut, il a pour fils Louis VIII le Lion, qui fera une croisade dans le sud de la France contre les hérétiques et qui fera un débarquement en Angleterre contre Jean sans Terre. Et Louis VIII le Lion, vous savez, c'est le père de Saint-Louis. Pour la petite anecdote, hein, même si ça n'a pas de rapport avec notre sujet, vous savez, Louis VIII le Lion, Saint-Louis est né en 1214 parce que Louis VIII le Lion, en apprenant Blanche de Castille la victoire de Bouvines, pleine d'émotion, eh bien, va accoucher de notre saint roi. Philippe Auguste, donc il arrive au pouvoir, je crois, en 1180. Philippe Auguste, il va arriver au pouvoir, son pouvoir va être relativement contesté, son territoire est tout petit, relativement petit en tout cas, et en tout cas il est en tenaille entre le Saint-Empire d'un côté, la Flandre au nord qui est très puissante, l'Angleterre qui a aussi toute l'Aquitaine. Donc Philippe Auguste n'est pas dans une situation très confortable, et on le voit que jusqu'au bout, jusqu'en 1214, il va régner jusqu'en 1222 il me semble, jusqu'à la fin de son règne, en tout cas en 1214, on voit que tout est très fragile. Il est un des acteurs de la troisième croisade, un triste acteur dit-on, puisqu'il va fausser la route, il va partir avec Richard Cœur de Lion,
Ils vont partir à la troisième croisade, je crois, sur le siège de Saint-Jean d'Acre. Il va partir un peu plus tôt, Philippe Auguste, et ce fourbe va, plus ou moins, va traiter dans le dos de Richard Cœur de Lion, qui sera encore en croisade, puisque Richard Cœur de Lion, vous savez, c'est le prince romantique qui continuera à se battre malgré tout en Terre Sainte. Et Philippe Auguste revient et va traiter avec le roi d'Angleterre, le cadet, qui va faire la régence. Alors ça vous dit peut-être rien du tout, mais si je vous parle de Robin des Bois, là tout de suite vous comprenez. Vous savez, Robin des Bois, justement, il se bat contre Jean sans Terre. Jean sans Terre est un prince avide qui a usurpé le pouvoir de son frère, Richard Cœur de Lion. Aliénor d'Aquitaine essaye de gérer plus ou moins, mais elle n'y arrive pas. Aliénor d'Aquitaine, elle meurt en 1204. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inégalités. Jean sans Terre sera là. Troisième croisade, donc du coup, retenez au moins Robin des Bois, donc c'est le cas. Richard Cœur de Lion va revenir par le Saint-Empire, il sera emprisonné là, et Philippe Auguste, c'est pour ça qu'il va continuer avec Jean sans Terre, et tout d'un coup arrive, il va être libéré grâce au pouvoir de sa mère, qui va venir le chercher, Aliénor d'Aquitaine, et Richard Cœur de Lion va revenir. Voilà pour le contexte de Philippe Auguste. Philippe Auguste revient un peu malade de cette troisième croisade. Il revient malade, fatigué, c'est un peu nerveux. Ceci pourrait expliquer peut-être ce qui va se passer avec Ingebruge de Danemark. Il va se marier donc avec Isabelle de Hainaut. Avec Isabelle de Hainaut, il va avoir Louis VIII. Isabelle de Hainaut va mourir en 1190. Et Philippe Auguste, qui veut asseoir un petit peu plus sa descendance, il n'a qu'un seul fils, va se remarier avec Ingebruge de Danemark. Ingebruge de Danemark, donc du coup, est la sœur du roi Knut. Donc vous imaginez l'imagination de leurs parents, hein, entre Knut et Ingebruge. Donc on n'imagine pas le prénom du troisième frère ou de la sœur des deux. Ingebruge de Danemark débarque donc du coup dans le nord de la France en août 93. Il se marie assez rapidement, je crois, à Amiens. Et le lendemain, elle est exilée violemment dans un petit monastère de Beaurepaire à côté de Sizouin. Vous allez voir que tout commence ici, parce qu'ici nous sommes à côté de Lille, et tout termine à côté de Lille aussi, parce que toute cette question terminera à Bouvines. Donc vous voyez, on voyage dans le temps, dans l'espace, et en fait on se retrouve aussi à découvrir notre propre histoire locale. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Philippe Auguste se marie avec Ingebruge? Et du jour au lendemain, la chasse de manière violente. Tout ce qui s'est passé pendant cette nuit du 14 août, ils se sont mariés et je n'ai pas les indiscrétions de certains de nos journalistes pour savoir tous les détails de ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'explications qui ont eu lieu, puisque bien ça va en faire une querelle qui va durer presque 20 ans. Presque 20 ans juste pour savoir ce qui s'est passé. Le mariage a-t-il été consommé ou non? C'est la grande question qui se pose. Philippe Auguste dira non et Ingebruge va toujours soutenir le contraire en disant oui, le mariage fut consommé. Il y a trois choses qu'il faudrait dire, dont on va réfléchir. Certains vont dire que en fait, en découvrant sa femme, eh bien, certains vont dire que Philippe Auguste va voir qu'elle n'aurait pas été vierge. On n'en sait rien. En tout cas, elle niera le contraire, Ingebruge, donc ce sera témoin contre témoin. Certains vont dire que, eh bien, elle avait un vice caché qui était une horreur cachée, mais les contemporains disent que c'était une très belle princesse, donc du coup, il n'y a pas on ne sait pas ce que vaut cet argument. Et un troisième argument, c'est la sorcellerie. Alors ça vous fait peut-être sourire, hein, ça vous fait peut-être penser aux visiteurs. La sorcellerie, en tout cas il y aura un sortilège qui aurait été posé contre Philippe Auguste qui fait qu'il aurait une certaine impuissance et Philippe Auguste se marie non pas par un amour profond pour Ingebruge, il le fait pour sa dynastie et donc du coup face à cette impuissance qui est quand même la question la plus probable, hein, la réponse la plus probable, eh bien il va se dire que ce mariage est impossible, donc du coup le mariage ne sera pas consommé et donc du coup il va vouloir le faire sauter. Déclaration de nullité va être Ingebruge donc du coup à côté de Sizouin, au monastère de Sizouin à Beaurepaire, dans un de ses prieurés. Et ce mariage va être annulé par l'archevêque de Reims en novembre 93 et ils vont l'annuler. Mais comme c'est un peu délicat, vous voyez la question de la consommation ou non du mariage, on va trouver un argument qui est assez classique à l'époque de dire qu'il y a un degré de parenté trop proche.
Philippe Auguste, Célestin III reproche à Philippe Auguste cette déclaration d'unité en disant qu'elle est nulle. L'archevêque de Reims, grand féodal mais aussi proche du roi de France, va la prononcer. Philippe Auguste va se remarier avec donc du coup avec Agnès de Méran, une princesse allemande, et c'est une puissance liée à un sortilège que Innocent III ne niera pas. Ne voudra pas éluder comme question, se lèvera, et Agnès de Méran va avoir des enfants avec Philippe Auguste. On avance un petit peu dans notre histoire parce que en fait le Danemark va refuser de récupérer leur princesse désavouée. Knut va la laisser en France, et Ingeborg, sacrée bonne femme quand même, hein, je soulignerai à la fin son courage, va argumenter à cet effet pour montrer que son mariage est valide. L'argument de la parenté va vite être effacé, donc du coup la légitimité du mariage avec Agnès de Méran va être compliquée. Pourquoi? Parce que de toute façon Agnès de Méran est plus proche de Philippe Auguste au niveau du lien de parenté que Ingeborg l'est de Philippe Auguste. Donc l'argument est un peu osé de la part de Philippe Auguste, mais c'était plus simple d'utiliser cet argument-là que la non-consommation. Et en fait, on va venir à réfléchir, avec Innocent III notamment, qui va se faire à ses fins canonistes, sur l'essence même du mariage, de sa consommation. Il va y avoir un vrai traité moderne de la théologie du corps, hein, selon Innocent III, sur la question du mariage. Donc on va réfléchir dessus assez longtemps. Philippe Auguste, en tout cas, il est tétanisé, un peu nerveux, hein, presque maladivement. Il va être tétanisé devant Ingeborg, il ne pourra pas la recevoir. Innocent III finit par taper les poings sur la table en disant: on veut éclaircir la situation, mais pour l'instant tu es bigame, tu as deux femmes, et ces deux liens sont innommables, et donc du coup je te demande de plier. Et Innocent III ne plie pas. Alors du coup voilà, l'interdit est jeté sur le royaume de France, concile de Vienne, janvier 1200, il va durer jusqu'en septembre. Donc la question qui nous intéresse, c'est de savoir comment fait pour digérer cela un paysan, un fidèle, un petit seigneur de sa région, pour accepter d'être privé des sacrements à cause du péché de son prince. Question d'autant plus intéressante, c'est que le prince n'a pas brûlé, saccagé, comme le roi du Danemark plus tard, emprisonné son évêque. Il a seulement, il plaide en sa propre faveur en disant qu'un mariage qui a été contracté n'a pas été consommé. L'archevêque de Reims se serait trompé, et d'ailleurs Philippe Auguste le lui dira, mais ce sont des distinctions qui sont fines. Donc de là à priver de sacrement de janvier à septembre, du Triduum pascal, donc aussi, hein, de toute cette fête-là, juste à cause d'une distinction canonique aussi compliquée. D'autant plus compliqué, vous voyez que tout le monde ne va pas appliquer l'interdit de la même manière. Donc il y aura des évêques zélés qui vont tout interdire comme le pape leur a demandé, d'autres ne le feront pas, d'autres n'obéiront pas, ou d'autres obéiront à moitié, ou d'autres diront « nous allons faire un recours à Rome pour essayer de gagner du temps », ils vont déjà gagner un mois. Donc c'était assez difficile. J'aurais aimé avoir un journaliste qui passe dans les campagnes et fasse un relais de ces manières dont ça aurait pu être vécu différemment. Question qui est difficile, c'est que cet interdit va être vécu différemment en fonction des territoires. On ne sait pas très bien quelle est l'étendue de cet interdit. On sait que c'est sur le royaume de France, mais vous voyez, l'archevêque de Rouen va l'appliquer. Est-ce qu'il l'applique juste sur le territoire, le domaine royal, donc sur le Vexin français, ou sur toute la Normandie? Nous savons que Reims ne l'applique pas, mais il pourrait l'appliquer jusqu'à Tournai, hein, jusqu'à Thérouanne. C'est très large, hein, l'évêché de Reims, et il monte aussi dans des endroits qui ne sont pas de la terre du royaume de France. Vous avez Lyon qui l'a appliqué, l'archevêque de Lyon, je ne sais pas pourquoi, alors qu'ils ne font pas partie directement du territoire du royaume de France. Donc on ne sait pas très bien quelle est l'étendue de cet interdit. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des évêques qui seront liés avec Philippe Auguste, de sa propre famille. Donc du coup, comme l'évêque d'Auxerre, l'évêque de Laon, de ces grands archevêchés, comme celui de Bourges va être nommé pendant l'interdit, il va être sacré pendant l'interdit, donc il va continuer comme si de rien n'était. Beaucoup ne vont pas suivre cette sanction et d'autres vont la suivre. Alors quels furent les éléments de cette sanction?
c'est un peu plus violent que nous, hein, parce que nous on parle de ces enterrements avec des gens qui sont seuls malheureusement, mais c'était encore plus violent parce qu'eux ils n'avaient pas de sépulture en terre chrétienne. Donc du coup l'enterrement n'avait même pas lieu dans un cimetière. Donc vous imaginez, après l'interdit, il a fallu transporter tous les cercueils dans le cimetière, ça devait être assez compliqué comme organisation. Donc pas de messe publique, on devait fermer les portes à clé. Certaines abbayes ont refusé cet interdit, comme l'abbaye de Saint-Denis ou l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, mais Paris, par contre, l'archevêché de Paris, alors que Monseigneur de Sully est un cousin de Philippe Auguste, il va appliquer cet interdit, il va en être même durement réprimé. Les moines avaient le droit de chanter leurs offices, mais avec les portes closes, et ça devait être assez... J'aimerais bien voir ces scènes-là, et donc du coup les curés de paroisse eh bien, allaient sur inventer une chaire à l'extérieur même de leur église. On en voit un peu en Italie, ces chaires qui sont extérieures à l'église pour des grandes prédications. Et bien là, de la même manière, sur le parvis de l'église, ils faisaient des sermons, mais il n'y avait aucun culte qui était là. Donc pas de chant, pas de solennité dans le culte, pas d'accès au culte. Il y avait les baptêmes qui étaient autorisés, l'extrême onction souvent l'était aussi, hein, le sacrement des malades. On faisait facilement des exceptions car le cas de danger de mort était déjà assez commun dans les exceptions. Vous avez, mais tous les autres sacrements étaient suspendus. La question pour moi, du coup, c'est de dire quelle pression cela devait mettre sur le roi de France pour que cet interdit soit levé. Est-ce que en septembre 1200, si Philippe Auguste plie et accueille Ingeborg dans sa cour, chasse Agnès de Méranie, pourquoi le fit-il? Est-ce que l'interdit a eu son efficacité? Est-ce que c'est à cause de la pression spirituelle de cet interdit que Philippe Auguste va plier? Eh bien, en fait, tout dépend de la façon dont cet interdit va être appliqué. Alors, les pistes qu'on a sont assez pauvres. La première piste, c'est quand même que Philippe Auguste va être très violent contre les évêques et contre ceux qui vont suivre l'interdit. Donc ça veut dire qu'il en a peur, ça veut dire qu'il ne l'aime pas, ça veut dire que ça lui met une vraie pression. Pourquoi? Il n'y a pas que le bien purement spirituel de la nourriture des sacrements, il y a aussi tous les serments de féodalité qui sont tout d'un coup suspendus. On a juré sur les reliques et tout ça maintenant est suspendu. Donc du coup, Philippe Auguste n'est pas très serein. Innocent III, lui aussi, de son côté, il joue quand même une carte très grosse. C'est-à-dire qu'il risque la désobéissance de tout son clergé. Il risque un schisme, probablement. Et donc du coup, il a peur que aussi tous les biens de l'Église soient récupérés, qu'on s'en saisisse. Et donc du coup, cette situation ne doit pas durer longtemps. Quelle est la raison pour laquelle cet interdit va être levé? Certains vont dire aussi que Agnès de Méran sera enceinte et donc du coup cet interdit va durer le temps qu'elle sera enceinte et en fait elle mourra en couche en juillet 1200, mais très probablement en fait elle meurt en couche mais d'une autre couche, d'une troisième, elle est enceinte d'un troisième enfant et qui naîtra en juillet 1201. Quelles que soient les raisons, elles sont spirituelles dans un sens. Le pouvoir spirituel, cet interdit, a eu une certaine influence sur Philippe Auguste. On ne peut pas la nier à cause de sa violence contre ceux qui vont l'appliquer. Cette violence, elle va être politique parce que, à cause de tous ces serments de féodalité, Philippe Auguste risque quand même gros. Après, il y a d'autres raisons. La question d'Agnès de Méran, probablement, elle meurt en 1201, donc ce n'est pas ça. Il va devoir la chasser quand même. Il va devoir accueillir Ingeborg. Une autre raison, c'est que sur la scène internationale, vous avez un conflit entre Philippe Souabe et Othon IV. Othon IV est à l'époque le candidat au Saint-Empire d'Innocent III et Philippe Souabe plutôt celui de Philippe Auguste. Mais Innocent III a besoin de Philippe Auguste pour pouvoir soutenir Othon IV. Et donc du coup, ils ont besoin de... Innocent III et Philippe Auguste, ils ont besoin de s'entendre sur la scène internationale parce que ça va commencer à être compliqué. Ça va être compliqué pour Philippe Auguste car vous voyez, après vous aurez Othon IV, vous allez avoir Jean Santerre qui vont s'allier à Bouvines contre Philippe Auguste. Philippe Auguste, avec la Flandre, l'Empire et l'Angleterre contre lui, il a besoin du soutien de l'Église. Donc il y a une raison politique sur la levée de l'interdit en 1200, déjà en 1200. Qu'est-ce qui va se passer? Agnès de Méran
va être reçu officiellement à la cour. Il va y avoir une rencontre dans un petit village au cœur de la forêt de Rambouillet qui s'appelle Saint-Léger-en-Yvelines, que je traversais dans les laissés-cours du rallye Bonnel à l'époque. Quand j'étais petit, on traversait, on déboulait dans ce très joli village. Je ne savais pas qu'il y avait un tournant de l'histoire de France qui s'était passé dans une de ces toutes petites maisons où officiellement Ingeborg va être accueillie comme reine de France et elle va être reçue. Quelle va être l'efficacité de cet interdit sur le long terme? La pauvre reine Ingeborg, elle va arriver, elle va aussi être aussitôt fait, aussitôt que le légat pontifical Octavien va accueillir va recevoir cet accueil. Officiellement, Ingeborg va repartir à Étampes dans un couvent séquestré. Elle va repartir encore pendant 13 ans emprisonnée. Agnès de Méran va être officiellement chassée à Poitiers pour accoucher. Enfin bon, a priori, elle va accoucher en juillet et elle va accoucher aussi en juillet 1201, donc elle ne va pas être chassée très très longtemps ou très très loin, mais elle va mourir en couche. Ce n'est pas pour autant qu'en 1201, quand Agnès de Méran va mourir, Ingeborg va être réaccueillie. Il y a vraiment un effroi de la part de Philippe Auguste face à cette pauvre reine, et cette pauvre reine va continuer à se battre. On va terminer sur cette notion d'interdit avec, pour pas rester que dans cette question-là, Agnès de Méran, en fait, quand elle va mourir, Ingeborg, elle va revenir officiellement comme reine de France en 1213. Je vous disais, Innocent III et Philippe Auguste ont besoin de s'entendre, ils vont avoir besoin de l'appui l'un de l'autre, et donc du coup Philippe Auguste va finir par plier. Innocent III va légitimer les enfants qu'il aura avec Agnès de Méran, notamment Philippe Urpel, qui va causer des gros soucis donc à son neveu pendant la régence de Blanche de Castille, qui sera un prince, un tonton un peu encombrant pendant cette régence. On dit que Philippe Auguste a tout gagné, Innocent III a tout perdu. En tout cas, cet interdit n'a probablement pas eu beaucoup d'effet, puisque en fait, Ingeborg ne va pas être reçue comme reine. Ils vont avoir une certaine affinité conjugale à la fin du règne de Philippe Auguste, mais elle n'aura jamais sa place dans la cour de France. Il y a à la fin il faut noter que les derniers interdits sont quand même, les interdits vont être aussi violents, vont être liés au contexte aussi violent de la querelle des investitures, de deux pouvoirs très très forts qui vont se parler. Innocent III est une grosse personnalité, Philippe Auguste l'est, et donc du coup ça explique des mesures aussi violentes entre les deux pour que les deux essayent de s'imposer. Boniface VIII, autre figure de la papauté qui sera très violente, un siècle plus tard, on est en 1300, non pas avec Philippe Auguste mais avec Philippe IV le Bel. Les conflits vont être encore plus durs, mais Boniface VIII va imposer un interdit au Danemark pendant plusieurs années pour un évêque qui va être séquestré par le roi. Alors aurait-il comploté, je ne me souviens plus, mais Boniface VIII va préciser que cet interdit, il y a beaucoup d'exceptions. D'ailleurs, comme par exemple la solennité des fêtes religieuses, comme le fait qu'en fait on pourra célébrer des cultes dans les cathédrales ou dans les paroisses. Et donc du coup déjà il y a des exceptions, que les clercs pourront être enterrés dans des cimetières, qu'il y aura des messes basses qui seront célébrées, mais en fait ce seront juste des messes basses, et les messes dominicales ne seront pas chantées, il n'y aura pas de cloche, il n'y aura pas de chant. Mais vous voyez, ce sont des interdits qui sont beaucoup plus légers que celui que nous subissons aujourd'hui, malgré nous-mêmes, ou celui de 1200. C'est pour ça que j'ai voulu insister d'abord sur 1200. Alors ma conclusion pour cette petite conférence, c'est des choses à retenir pour aujourd'hui. Vous voyez, c'est que déjà, vous voyez, c'est la sympathie de l'histoire de se dire que les derniers qui ont connu ce que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, ce ne sont pas nos parents, nos arrière-grands-parents, mais ce sont nos lointains aïeux. On aura quelque chose au ciel, parce qu'on va tous aller au ciel, je l'espère. Enfin, on va tous travailler à cela. Eh bien, quand on va les retrouver, on pourra échanger sur cette notion d'interdit que nous avons pu subir de manière aussi violente. Et les derniers qui l'ont subi, donc du coup, ce sont nos lointains contemporains de 1200. Donc cette idée-là de pouvoir les retrouver et de pouvoir échanger sur cette privation, eh bien, doit nous réjouir d'avoir des points communs, encore une fois, avec nos aïeux. Deuxième chose,
c'est l'importance du mariage, vous voyez. C'est que quelle efficacité cela a eu lieu, cet interdit, je ne sais pas, je suis plutôt dubitatif sur son efficacité, même si elle en a une certaine. En tout cas, pour Ingeborg, ça a été compliqué. Mais quelle importance on accorde au mariage, vous voyez. Au mariage, vous voyez, il va y avoir 20 ans de débats, de complications, Innocent III, de distinctions, mais quelle importance le mariage ça porte, vous voyez, on voit bien que ça tient toute la cité, et si le prince montre le mauvais exemple, eh bien la papauté va pas avoir peur. Innocent III, il a besoin de manière radicale de Philippe Auguste, hein, il en a besoin, il est en train de se faire bouffer par Othon IV, et donc du coup il va avoir besoin de lui, et puis après ce sera Frédéric II, il a besoin d'un pouvoir fort qui rivalise contre celui de l'empereur qui a une mainmise sur une grande partie de l'Italie. Et Innocent III, malgré cela, eh bien, il va s'opposer contre tout le monde, il va s'opposer aussi contre un Jean Santerre, contre un Philippe Auguste. Sur la notion du mariage, c'est quand même très important. Et on voit la puissance d'un pontife qui met toute son énergie à se battre juste pour un mariage. Parce qu'extérieurement, en fait, on peut se dire, bah, en fait, même si ça se trouve, le mariage ne fut pas consommé, bah, Innocent III montre que Philippe Auguste est un mauvais exemple, un mauvais modèle, et que le mariage est ce qu'il y a de plus important, et qu'on ne triche pas avec le mariage. Donc vous voyez, voir la fougue, le zèle d'Innocent III et le soutien de tous ces chrétiens qui vont subir un interdit, se faire violence de janvier à septembre 1200, eh bien, ça nous met une sacrée leçon, vous voyez, sur le sens que les médiévaux doivent nous enseigner sur l'importance du mariage, l'importance du lien du mariage, vous voyez, qui est indissoluble. Et il n'y a pas d'exception possible, même si là, il semble y avoir peut-être une discussion sur la consommation au nom du mariage. Là, eh bien, on voit qu'on est capable de frapper d'un interdit pendant 8 mois un royaume très chrétien. On est capable de le frapper d'interdit, on est capable donc du coup de se faire séquestrer ses biens, donc avec le Monseigneur de Sully, mais on est capable de subir autant un interdit juste pour la notion du mariage. Donc vous voyez, c'est un beau leçon. Et puis en conclusion, hein, mon chapeau pour la reine Ingeborg, parce que honnêtement, vous voyez, sacrée bonne femme. Hein. Philippe Auguste, il met par terre Richard Cœur de Lion, il met par terre Célestin III, il ne lui répond pas. Innocent III, clairement, il s'est fait rouler dans la farine par Philippe Auguste jusqu'en 1213. Philippe Auguste, c'est quand même Bouvines, donc c'est Othon IV qui va mettre de côté, c'est Innocent III qui va être un peu ridiculisé, c'est Richard Cœur de Lion, c'est Jean Santerre, vous voyez, et puis après c'est les princes de Flandre, hein, Renaud de Damartin, c'est Ferrand du Portugal, ce sont tous ces princes-là qui vont se liguer contre lui à Bouvines, vous voyez, et ben il va tous les écraser. Et il y en a une qui va résister, c'est cette sacrée bonne femme quand même. Elle tient à son mariage, vous voyez. Elle pourrait très bien refaire sa vie au Danemark. En plus, cette question de non-consommation, si elle avait signé son papier en disant bah, effectivement c'était compliqué, eh bien ça aurait suffi. 20 ans de prison, vous voyez, sur ce lien du mariage. Est-ce qu'elle espérait de redevenir une reine de France parce qu'elle était attirée par les titres? Bah, je pense qu'au bout de 1, 2 ou 3 ans de tôle, bah, on finit par dire bon ok c'est bon, je rentre au pays et je refais ma vie. Et bien non, pas du tout. Elle y tient au mariage, la vérité est là, elle y croit et elle tient bon. Et Philippe Auguste, il va devoir plier en 1213, pendant 20 ans, elle va tenir bon, Ingeborg. Donc honnêtement, quand on parle de la place de la femme, l'importance de la femme, l'influence de la femme au Moyen-Âge, bah, c'est un sacré exemple de courage. Et puis pour celles qui m'écoutent, eh bien ça doit être un bel exemple. Alors voilà, l'interdit au royaume de France, il faut remonter jusqu'en 1200. Et puis un chapeau pour Ingeborg, je vous remercie. Gloria